Hypercroissance ou hyperdécroissance? On entend de plus en plus ces termes à l'heure de la transition écologique. Mais faut-il nécessairement choisir? Ces deux logiques sont-elles forcément contradictoires? À l'issue de ce Tech Pop, j'espère que vous y verrez un peu plus clair. Allez, on décrypte! Bonjour, je m'appelle François Kremp et bienvenue dans ce Tech Pop. Je suis leader chez OnePoint sur les sujets de transition énergétique et climat, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sacré casse-tête pour un bon nombre d'entreprises, et en particulier celles du secteur énergétique. Aux origines de la forte croissance, il y a eu l'énergie abondante. Si l'on fait un bref retour en arrière en parcourant le XXe siècle, on remarque que les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, ont permis de densifier de manière exponentielle l'activité productive des entreprises, et de mondialiser les marchés sur lesquels le produit circulait. La rationalisation des processus, dopés aux énergies fossiles bon marché et abondantes, ont permis de démultiplier la production. Cette révolution a fait entrer le citoyen dans un nouveau statut, celui de consommateur, tout en permettant aux entreprises de connaître, elles, la croissance. Mais désormais, la réalité semble nous rattraper. Le modèle historique de croissance peut-il encore s'appliquer dans un monde conscient de ses limites? Nous, entreprises et citoyens, prenons tous conscience qu'une croissance infinie dans un monde, lui, fini, ne peut être soutenable dans la durée. Nombreux sont les scientifiques et auteurs qui nous l'ont démontré. Face à ce constat implacable et le dérèglement climatique déjà perceptible, les États ratifient des accords de décarbonation ambitieux. Si l'on ne devait n'en citer qu'un, à l'échelle mondiale, et qui donne le ton à tous les autres, ce sont les accords de Paris, ratifiés par 195 pays, qui visent à limiter le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés à l'horizon 2100. Tous les grands groupes et États, y compris la France, tracent aujourd'hui des trajectoires de décarbonation en ligne avec ces modèles. Cette contrainte de transformation, décidée et choisie dans un pas de temps extrêmement court, impose donc une transformation radicale. Seulement, ces engagements à long terme ne donnent ni les solutions pour les tenir, ni ne mesurent clairement les impacts sur l'organisation de monde qui serait devenu si soudainement décarboné. Par ailleurs, si les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du dérèglement climatique, elles ne sont pas les seules limites à la croissance infinie. Dès 2009, un groupe de 28 scientifiques internationaux, mené par le Suédois Johan Rockström, ont défini 9 grandes limites planétaires à ne pas dépasser. Or, on en aurait déjà dépassé 6. Alors, confrontés au défi de la préservation des conditions d'habitabilité sur Terre et aux pénuries déjà réelles de certaines matières premières, les organisations sont peu à peu amenées à questionner leur propre modèle économique. Une décroissance volontaire et assumée d'activités fortement carbonées ou consommatrices de ressources, et dans le même temps, une nécessaire croissance ou hypercroissance de modèles plus vertueux et décarbonés. Face à ce dilemme, les contradictions et difficultés à résoudre sont nombreuses. Comment gérer simultanément et dans un temps si court une telle transformation? Comment préserver les revenus et donc l'emploi dans le futur modèle et durant le temps de la transformation? Comment créer un nouveau modèle réellement vertueux et pas seulement moins dommageable dont la croissance infinie finirait par produire les mêmes effets? Comment garantir que le nouveau modèle décarboné ne vienne pas mettre en péril une autre limite? Ou encore, comment financer, piloter et disposer des bonnes compétences pour opérer cette transformation? 2 records battus cette année illustrent bien ce paradoxe et ce double mouvement pas encore si vertueux. En 2023, on n'a jamais autant investi dans les énergies renouvelables, avec plus de 325 milliards de dollars. Et pourtant, en 2023, on n'a jamais autant consommé de pétrole, avec plus de 102,3 millions de barils par jour. On sent que nos cœurs balancent encore, et que ce double mouvement n'est pas si facile à opérer. Alors, comment tendre vers de nouveaux modèles de croissance à valeur? Parce que ce constat questionne le fondement même de bon nombre d'activités et de raisons d'être d'entreprise, les organisations commencent à étudier les thèmes de la décroissance ciblée, des structures coopératives, des entreprises à mission, ou de modèles de fondation d'actionnaires. On peut rassembler ces modèles dans les modèles dits régénératifs, ayant un impact positif net sur l'environnement et plus seulement neutre ou moins dommageable. Dans ces conditions, quel impact pour le secteur de l'énergie à la fois cause et partie de la solution du problème? La transition énergétique, tant par sa nature que par son rythme, joue donc un rôle d'hyper-accélérateur sur ces sujets. Dans ces conditions, qu'est-ce qui peut ou doit encore croître? La production d'énergie renouvelable, ou bas carbone, avec l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique, les gaz renouvelables et le nucléaire, en remplacement et non en empêlement des systèmes fossiles actuels. Nos moyens pour acheminer ces énergies et piloter ces nouveaux systèmes énergétiques complexes, car multiples, locaux, intermittents et imbriqués, on aura besoin d'IA, de smart grid, de pilotage de systèmes complexes et le développement de capacités d'effacement. Mais aussi, ce qui peut encore croître, ce sont les nouveaux modèles d'organisation vertueux
prenant en compte les limites planétaires. Et enfin, le besoin de formation et de désirabilité de ces nouveaux modèles. Inversement, qu'est-ce qui peut ou doit encore décroître? Les modèles de surconsommation, toutes les activités basées sur l'utilisation d'énergie fossile, comme la consommation de charbon, de gaz naturel ou de fioul domestique par exemple. Et enfin, pour réussir cette transition, les entreprises seront confrontées à 4 grands défis qui vont conditionner leur capacité à la réaliser. 1. La capacité à sécuriser l'accès aux ressources physiques, en particulier les matières premières nécessaires à la transition énergétique, comme les métaux critiques, mais aussi et tout simplement l'eau. 2. La capacité à se réorganiser et disposer des bonnes compétences. 3. La capacité à se financer avec tous les enjeux d'acceptabilité sociale que cela engendre. Et 4. La capacité à mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques et y maintenir une forme de rentabilité. En résumé, jamais depuis l'ère industrielle, une double révolution touchant tous les secteurs dans un laps de temps aussi court n'a été réalisée. Le besoin de transformation et d'accompagnement des entreprises et des États est donc immense. Avec humilité, chez OnePoint, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice de cette gigantesque transformation. Vous avez reconnu votre entreprise dans ce dilemme? Si oui, n'hésitez pas à nous contacter.